Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire URSSAF dédié ce jour à la loi de finances de sécurité sociale pour 2024. Je suis Sarah Picandé, je suis responsable d'un service contrôle au sein de l'URSSAF Centre Val-de-Loire et j'accompagne des contrôleurs sur pièces et des inspecteurs du recouvrement. Je suis accompagnée d'une de mes collègues à qui je laisse la parole pour se présenter. Merci Sarah, bonjour à toutes et à tous. Marina Pressard, expert juridique régional à l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Alors pour cette présentation, nous serons également assistés par Ludovic Trigeot, responsable contrôle à l'URSSAF Centre Val-de-Loire, Aude Perrault, experte documentation et information au pôle juridique, Marianne Lamouche, responsable du service juridique, et Siam Alves dos Santos, pilote contrôle et affaires juridiques, qui répondront à vos questions dans la zone de chat tout au long de ce webinaire. Seules les questions appelant des réponses publiques seront publiées. Nous ne traiterons pas des demandes à caractère individuel. Dans l'éventualité où nous ne pourrions pas répondre à l'ensemble de vos questions faute de temps, sachez que les réponses vous seront apportées ultérieurement dans une foire aux questions. Une enquête de satisfaction vous sera également adressée en fin de webinaire. Les réponses apportées nous permettront d'améliorer nos communications afin qu'elles répondent toujours plus à vos besoins. Enfin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous informons que ce webinaire est enregistré. Le replay vous sera adressé sous une dizaine de jours avec le support de présentation et la foire aux questions. Donc aujourd'hui, compte tenu de la densité des nouveautés issues de la loi de finances de sécurité sociale pour 2024, avec Marina, nous avons fait le choix de nous focaliser sur les principales mesures entrant en vigueur en 2024. En effet, la loi de finances pour 2024 intègre d'autres mesures qui entreront en vigueur après 2024, mais ces thématiques vous seront présentées lors d'un futur webinaire l'année prochaine. Les mesures entrant en vigueur en 2024 se répartissent en 6 thèmes et je laisse Marina vous les introduire. Merci Sarah. Alors effectivement, nous allons tout d'abord aborder la thématique de l'affiliation. Nous poursuivrons avec les cotisations et les contributions. Puis nous ferons un petit point sur les mesures d'exonération ou d'allègement. Ensuite, on évoquera les déclarations sociales et les offres de services. Un petit focus sur le contrôle et plus particulièrement la lutte contre le travail dissimulé. Et nous terminerons avec les autres mesures, notamment liées aux praticiens et auxiliaires médicaux. Je vais maintenant laisser Sarah commencer sur la première thématique. Alors, une petite précision, donc pour information sur chaque diapositive, vous verrez sur le côté droit des diapositives, on vous rappelle les textes de référence liés à la mesure présentée, ainsi que la date d'entrée en vigueur. Alors, tout d'abord, concernant l'assujettissement volontaire aux cotisations vieillesse des élus locaux. Donc, les élus locaux ont la possibilité, depuis le 1er septembre 2003, en application de la loi portant réforme des retraites, sur simple demande de leur part auprès de leur collectivité, de cotiser pour la retraite sur leur indemnité de fonction, et ce, quel que soit le montant de l'indemnité perçue. Cette possibilité est également ouverte pour les délégués des collectivités territoriales, membres des établissements publics de coopération intercommunale. Ils ont effectivement été ajoutés à la liste des bénéficiaires de cette disposition. Concernant les pédicures podologues. Donc les pédicures podologues ont la possibilité d'opter pour l'affiliation au régime des travailleurs indépendants à la place du régime PAMC. Donc le régime PAMC, pour rappel, il s'agit des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. Cette option, elle est possible uniquement au moment du début d'activité. Il est également possible de ne plus être affilié au régime des PAMC à compter de l'exercice suivant, et ce, attention, à titre définitif, si cette option est réalisée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023, et à condition bien sûr qu'il soit conventionné. Toutefois, un délai supplémentaire de 7 mois a été accordé pour exercer ce droit d'option, soit jusqu'au 31 juillet 2024.
Le droit d'option, il s'explique par le fait que leur convention nationale ne prévoyait jusqu'alors que le remboursement d'actes liés au traitement du pied d'habitique et que la quasi-totalité des actes qu'ils réalisaient étaient donc soumis à la contribution additionnelle. Un avenant à leur convention nationale, signé en juillet dernier, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et la Fédération nationale des podologues, a prévu le remboursement par l'assurance maladie de nouveaux actes. La constitution d'un groupe technique a également permis la poursuite des échanges entre les partenaires conventionnels afin de clarifier les conditions de participation de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales des pédicures podologues conventionnés. Ce groupe a également permis l'étude des conditions dans lesquelles cette prise en charge pourrait être étendue et intégrer notamment l'activité liée aux orthèses plantaires. La prolongation de la possibilité pour les pédicures podologues d'exercer leur droit d'option vise à leur permettre de prendre connaissance des conclusions de ce groupe de travail et de faire valoir leur droit d'option de manière plus éclairée. Marina, je te laisse la parole. Alors, la réforme des retraites a prévu la fermeture des régimes spéciaux RATP, industrie électrique et gazière, clercs et employés de notaire, Banque de France et aussi pour les membres du comité économique, social et environnemental. Les nouveaux embauchés sont donc affiliés depuis le 1er septembre 2023 au régime général pour l'assurance vieillesse et au régime complémentaire Agirc-Arrco, sauf les membres du CESE, donc du comité économique, social et environnemental, qui eux seront affiliés à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire. Une petite particularité pour les salariés des IEG et de la CRPCEN, il est en effet prévu un maintien d'affiliation à ces régimes pour les salariés qui n'exercent plus de manière temporaire leur activité. Ainsi, si la cessation d'activité a eu lieu avant le 1er septembre 2023, il est prévu un maintien de l'affiliation dans le cas où la cessation est inférieure à 10 ans. Si en revanche la cessation intervient après le 1er septembre 2023, il y aura alors un maintien de l'affiliation pendant les congés familiaux ou conjugaux. Il y aura également un maintien d'affiliation si le salarié reprend son activité après une rupture du contrat de travail. Alors, dans un délai maximum d'1 mois, à ce moment-là, il peut s'agir d'une reprise d'activité faisant suite à une démission ou à une rupture conventionnelle. Ou alors dans un délai maximum d'1 an, si la reprise a lieu après un licenciement. Sarah, je te repasse la parole pour la suite. Merci. Alors maintenant, nous allons aborder quelques changements de taux de cotisation patronale qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. La cotisation patronale déplafonnée d'assurance vieillesse est fixée à 2,02% en 2024 contre 1,90% en 2023. La cotisation accident du travail et maladie professionnelle, la cotisation donc AT-MP, sur laquelle la réduction générale peut être appliquée, est égale à 0,46% en 2024 contre 0,55% en 2023. Et enfin, la cotisation patronale d'assurance garantie des salaires, la cotisation AGS, est portée à 0,20% contre 0,15% en 2023. Et Marina, je te laisse enchaîner. Alors, on va enchaîner effectivement avec le dispositif bonus-malus qui est prolongé donc jusqu'au 31 août 2024. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que c'est. Ce dispositif, en fait, il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d'assurance chômage, soit à la hausse, dans ce cas-là, on parlera de malus, soit à la baisse, on parlera alors de bonus. L'objectif de ce dispositif est d'inciter les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et donc éviter ainsi un recours excessif aux contrats courts. Le dispositif n'est pas applicable à toutes les entreprises, mais uniquement aux entreprises de 11 salariés et plus, relevant de certains secteurs d'activité, comme par exemple le transport, la fabrication de produits en plastique ou encore le travail du bois. Alors pour la période qui nous intéresse, l'effectif de l'employeur sera apprécié donc, pour la période d'emploi donc, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024
à partir de la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Alors, les modalités donc, de transmission des informations aboutissant à l'application d'un bonus ou d'un malus donc, aux entreprises ont été précisées par un décret du 20 juillet 2023. Autre précision importante, quelles sont les incidences d'un taux d'assurance chômage minoré sur le calcul de la réduction générale des cotisations? Alors, il faut savoir que la réduction générale des cotisations, donc pour calculer le coefficient, on retiendra systématiquement le taux de cotisation d'assurance chômage de droit commun, à savoir 4,05%, qu'il y ait un bonus ou un malus. Ça veut dire qu'en cas de bonus, donc dans le cas où l'entreprise appliquerait en réalité un taux d'assurance chômage inférieur au droit commun, le montant de la réduction générale calculée pour un salarié peut donc être supérieur au montant des cotisations et contributions patronales éligibles à la réduction, due au titre de ce salarié. Dans ce cas, la réduction pourra tout de même être appliquée dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié. Je laisse Sarah poursuivre. Alors, concernant maintenant les Jeux Olympiques 2024, donc ce n'est pas un scoop, les Jeux Olympiques auront lieu en France, donc de juillet à septembre, et a été mis en place un régime social des bons d'achat et des cadeaux avec une tolérance exceptionnelle. Donc effectivement, jusqu'au 8 septembre 2024, il y a la possibilité pour les employeurs d'accorder à leurs salariés des bons d'achat ou des cadeaux au titre de cette compétition sportive dans des conditions exceptionnelles. Par courrier du 24 février 2023, le ministre délégué auprès du ministre chargé des comptes publics a ajouté à la liste des événements pouvant justifier l'attribution de bons d'achat ou de cadeaux en nature l'événement Jeux Olympiques 2024, avec un seuil qui est aussi exceptionnel, qui est fixé à 25% du plafond mensuel de sécurité sociale. C'est-à-dire que le cadeau ou le bon d'achat pourra être exonéré par l'employeur dans la limite de 966 € par salarié. Attention toutefois, une petite spécificité, les bons d'achat et les cadeaux devront être utilisables uniquement dans les boutiques officielles, donc soit sur Internet, soit en boutique. Et enfin, une tolérance aussi très exceptionnelle, c'est que ces bons d'achat et ces cadeaux en nature pourront être attribués directement par l'employeur, même en présence d'un CSE, ce qui n'est pas le cas habituellement. Toujours concernant nos Jeux Olympiques 2024, mais cette fois-ci sur la thématique des avantages en nature et des frais professionnels qui seront accordés aux bénévoles des Jeux Olympiques. Donc, il y aura négligence d'avantages en nature pour les bénévoles du COJOP. Donc, le COJOP, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, il y aura négligence d'avantages en nature, c'est-à-dire que l'employeur ne sera pas amené à évaluer un avantage en nature sur différentes thématiques que je vais vous balayer. Donc, il y aura notamment la fourniture d'un uniforme, à condition bien évidemment que les salariés soient en mission de représentation lors des Jeux Olympiques. L'attribution d'une médaille, cette fois-ci aux salariés ayant participé à l'organisation des Jeux Olympiques, le remboursement de frais de transport domicile et lieu d'exécution, tous les avantages liés à la nourriture via l'accès quotidien à une restauration collective ou à défaut l'attribution d'un chèque repas du bénévole. Et ce chèque repas, il a une limite qui est fixée à 7,30 € en 2024. Il y a également la possibilité de fournir un hébergement collectif à hauteur de 15 nuits avec un maximum de 90 € hors TVA. Les salariés pourront également souscrire à une assurance responsabilité civile ou à une assurance volontaire en cas d'accident. Il pourra également être attribué des cadeaux de valeur modique par des tiers. Attention toutefois, sans contrepartie d'une activité accomplie par le bénévole dans l'intérêt du dit tiers. Et enfin, d'autres avantages dont les bénévoles pourraient, le cas échéant, bénéficier
dans la limite cette fois-ci d'un montant de 69 euros. Donc cette tolérance, elle s'est appliquée à compter de la date de la publication de la charte des volontaires qui est parue en mai 2021 et elle continuera de perdurer jusqu'au 8 octobre 2024. Et maintenant, Marina va aborder les mesures d'exonération ou d'allègement. Ah non, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui continue sur les ruptures conventionnelles et leur régime social. Alors, je le rappelle, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture de contrat de travail qui les lie. Cette modalité de rupture, donc appelée communément rupture conventionnelle, est exclusive de licenciement ou de démission et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. La convention déterminera le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement. Donc un régime social unifié s'appliquera aux ruptures conventionnelles individuelles dont le terme du contrat de travail intervient depuis le 1er septembre 2023. Par souci de clarification, donc la loi de finances pour 2024 précise que les indemnités de rupture conventionnelle sont exonérées de cotisations et de CSG-CRDS dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, y compris lorsqu'elles sont imposables. Petite précision qui a son importance et sur laquelle je reviendrai sur la slide d'après. Donc cette indemnité est exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre le minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement ou encore 50% de l'indemnité versée ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l'année civile précédant la rupture. Donc vous pourrez retrouver ce régime social de l'indemnité de la rupture conventionnelle sur le BOSS. Donc je vous rappelle l'adresse du BOSS, boss.gouv.fr. Et lorsque vous chercherez la thématique indemnité de rupture, vous verrez que plusieurs paragraphes ont été mis à jour et prennent en compte ce dispositif. Donc, il y aura également une harmonisation du régime social de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de mise à la retraite. Donc, auparavant, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle différait selon que le salarié était en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Donc, 2 situations possibles. Si le salarié n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle était exonérée dans certaines limites de cotisations sociales et de CSG-CRDS, mais était assujettie au forfait social sur la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale. A contrario, si le salarié était en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle était assujettie à cotisation sociale, à CSG-CRDS, mais exonérée de forfait social. La loi du 14 avril 2023 est venue supprimer cette distinction avec la volonté d'aligner, à partir du 1er septembre 2023, le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle des salariés pouvant bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire sur celui applicable aux salariés ne pouvant pas en bénéficier. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a suppression de l'indistinction du régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle selon la situation du salarié en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, ce qui vient simplifier les choses. Et il faut retenir également que ce dispositif concerne les indemnités de rupture des contrats de travail dont le terme intervient à compter du 1er septembre 2023. Et cette fois-ci, je laisse la parole à Marina concernant le thème suivant. Alors effectivement, on va maintenant évoquer des réductions de cotisations que vous connaissez déjà. Il s'agit de la réduction de cotisation patronale maladie et de la réduction du taux d'allocation familiale. Pour ces 2 cotisations, en fait, des taux réduits peuvent s'appliquer aux rémunérations de salariés dont l'employeur est tenu de cotiser à l'assurance chômage,
et ce, à condition que leur rémunération soit inférieure à un multiple du SMIC. Donc c'était 3,5 fois le SMIC pour bénéficier d'un taux réduit de cotisation d'allocation familiale et 2,5 fois le SMIC pour pouvoir bénéficier d'une réduction du taux de la cotisation patronale maladie. Ce qui change donc depuis le 1er janvier 2024, c'est que la valeur du SMIC à retenir pour l'application de ces taux réduits n'est plus la valeur du SMIC telle qu'on connaît à un instant T, mais est la valeur du SMIC au 31 décembre 2023, donc soit 11,52 € de l'heure. Il s'agira dorénavant d'une valeur fixe pour 2024. Il faudra donc être vigilant dans le paramétrage des logiciels de paye pour ces réductions, puisqu'il ne faudra plus faire évoluer la valeur du SMIC au fur et à mesure de l'année. Elle devra rester fixe à 11,52 € de l'heure. Alors, on va poursuivre avec une autre réduction de charges patronales, donc qui est la réduction générale des cotisations. Alors, je ne vais pas vous rappeler la formule de calcul, mais simplement les petites modifications qui vont qui interviennent donc depuis le 1er janvier 2024, à savoir qu'on retiendra une valeur de la cotisation d'accident de travail et maladie professionnelle que dans la limite de 0,46%. Et il faudra aussi tenir compte de la hausse de la cotisation patronale d'assurance vieillesse dont a parlé Sarah tout à l'heure, puisqu'elle a effectivement évolué à 2,02% au lieu de 1,90 en 2023. La valeur T, donc pour le calcul du coefficient de la réduction générale à retenir donc pour 2024, est de 0,3194 pour les entreprises de moins de 50 salariés et 0,3234 pour les employeurs de 50 salariés et plus. Alors, il s'agit d'un taux global qu'il vous conviendra donc de ventiler en DSN lors de votre déclaration entre la partie qui revient à l'URSSAF et la partie qui ira vers l'Agirc Arrco. Je vous rappelle également que dans certaines situations particulières, cette valeur T doit être adaptée. Par exemple, si la part patronale de la contribution de retraite complémentaire obligatoire, donc Agirc Arrco, est inférieure à 6,01%. Il faudra en tenir compte pour moduler la valeur T. Donc, voilà pour la réduction générale. On voulait aussi vous informer de la création, de l'entrée en vigueur en tout cas au 1er janvier 2024, d'une nouvelle réduction de cotisation patronale qui concerne cette fois-ci les employeurs de salariés sapeurs-pompiers volontaires. Alors, tous les employeurs ne sont toutefois pas concernés, en effet, sont exclus l'État, les collectivités territoriales et par exemple les établissements publics administratifs. Pour les employeurs qui seront éligibles à cette réduction, ils pourront l'appliquer aux salariés donc recrutés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, lorsque ceux-ci sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment du recrutement. La mesure sera également applicable aux salariés qui font déjà partie de l'effectif de l'entreprise, mais qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Cette réduction, elle s'applique aux salariés ayant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC, une rémunération brute bien sûr. Elle est cumulable avec la réduction générale des cotisations. Toutefois, le montant de cette réduction va être plafonné, donc soit à 2 000 € par salarié, par an et par salarié, soit à 10 000 € par an et par employeur si l'entreprise emploie plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires. Il faut aussi savoir qu'en cas de contrôle, en tant qu'employeur, vous devrez fournir une attestation délivrée donc, par le service incendie et secours dont relève votre salarié sapeur-pompier volontaire. Enfin, donc, des codes de type personnel spécifiques ont été mis en place pour que vous puissiez réaliser ces déclarations.
Voilà pour les réductions de charges. Je vais redonner la parole à Sarah pour les diapositives suivantes. Alors, concernant maintenant la déduction forfaitaire spécifique, donc pour celles et ceux qui avaient suivi le webinaire l'année dernière sur la loi de finances 2023, c'est un item qui avait suscité un vif intérêt et qui avait donné lieu d'ailleurs à plusieurs questions de votre part. Donc on va revenir un petit peu dessus donc, cette année. Donc vous le savez, hein, la déduction forfaitaire spécifique est amenée à disparaître, mais avec une sortie progressive du dispositif. Donc le dispositif de sortie progressive de la DFS concerne 8 secteurs. Et donc nous allons vous rappeler à chaque fois par secteur à quel moment les tolérances peuvent être appliquées et à quel moment le taux commence à baisser. Donc je vous rappelle les tolérances qui sont au nombre de 2. Donc il est possible de bénéficier de la DFS et ce même en l'absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. Et il est également possible de cumuler avec la DFS l'ensemble des remboursements des frais professionnels qui sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2022, à condition bien évidemment de respecter l'ensemble des conditions prévues par cet arrêté. Donc concernant la propreté, les tolérances, elles pouvaient s'appliquer depuis 2021 et ce secteur a connu une baisse de son taux de la DFS au 1er janvier 2022. L'aviation civile a pu appliquer les tolérances depuis 2023 et a connu une baisse de son taux à compter du 1er janvier 2023. Début de la baisse de taux en 2024 pour 3 secteurs. Celui de la construction, le taux est passé de 8 à 7% et les tolérances ont pu être appliquées depuis 2022. Pour le transport routier et des marchandises, les tolérances sont applicables depuis 2023 et leur taux est passé de 20 à 19%. Et pour les journalistes, les tolérances sont applicables depuis 2023 et leur taux est passé de 30 à 28%. Il a également été ajouté dans le BOSS en décembre 2023 avec application des tolérances sur 2023 et une baisse du taux de la DFS à compter du 1er janvier 2024. Le secteur des casinos et cercles de jeu, leur taux est passé de 8 à 7%. Le secteur du spectacle vivant et enregistré, le taux est passé de 25 à 23% ou de 20 à 19% selon l'activité. Et enfin, les VRP qui ont vu leur taux passer de 30 à 28%. Toujours sur le thème de la déduction forfaitaire spécifique, mais cette fois, nous allons aborder le consentement du salarié à l'application de cette DFS. Donc pour les métiers de la construction, du transport routier de marchandises et de l'aviation civile, si le consentement des salariés a été recueilli par l'employeur avant 2023, alors il couvre pour ces salariés la totalité de la période restant à courir jusqu'à la suppression du dispositif. C'est-à-dire que chaque année, on n'est pas obligé de renouveler le consentement. Il en est de même pour le secteur de la propreté, si le recueil du salarié a été effectué en 2023. Pour les métiers des casinos et cercles de jeu, pour les journalistes, le spectacle vivant et enregistré et les VRP, si le consentement des salariés a été recueilli par l'employeur pour une durée indéterminée, il couvre pour ces salariés la période restant à courir jusqu'à la suppression du dispositif. A contrario, si le consentement des salariés a été recueilli pour une période d'une durée déterminée, celui-ci, l'employeur, devra de nouveau demander le consentement du salarié à l'issue de cette période et ce jusqu'à la suppression du dispositif. Nous allons changer de thème et aborder donc la prolongation de l'exonération fiscale et sociale concernant les pourboires en 2024. Donc comme vous le savez, depuis 2022, les pourboires qui sont remis aux salariés en contact directement avec la clientèle dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 fois le SMIC sont exonérés de cotisations et contributions sociales. Ces exonérations sont prolongées d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Attention toutefois, cette mesure ne concerne pas les sommes automatiquement incluses dans la note présentée au client, dénommée pourcentage service. Donc, initialement, mise en place afin de soutenir le secteur de l'hôtellerie
et de la restauration après la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette mesure d'exonération serait aujourd'hui prolongée en raison des difficultés perdurant dans ce secteur du fait notamment de l'inflation. Elle vise également à encourager le versement de pourboires par carte bancaire dans un contexte d'érosion des paiements en espèces. Marina, je te redonne la parole. Oui, merci. Alors, un petit point à présent sur les frais de transport, donc domicile, lieu de travail. Pour vous informer donc de la prolongation sur l'année 2024 des assouplissements mis en place donc, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Effectivement, ces assouplissements avaient été mis en place à l'époque pour tenir compte de la hausse du prix du carburant. Donc, les assouplissements sont toujours d'actualité. Ainsi, si en tant qu'employeur, vous avez mis en place une prime de transport, elle peut être exonérée dans la limite de 400 € par an et par salarié pour des frais de carburant et dans la limite de 700 € par an et par salarié pour les frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou encore d'un véhicule à hydrogène. Si vous avez mis en place cette fois-ci une prise en charge dans le cadre du forfait de mobilité durable, les indemnités pourront être exonérées dans la limite de 700 € par an et par salarié. Il faut savoir que vous pouvez cumuler ces deux dispositifs, la prime transport et le forfait mobilité durable. Dans ce cas, en cas de cumul des deux, le montant total exonéré par an et par salarié sera limité à 700 €, en sachant qu'à l'intérieur de ces 700 €, on aura aussi une limite de 400 € pour les frais de carburant. Alors, nous allons ensuite passer à la prime de partage de la valeur. Donc, c'est un dispositif qui n'est pas nouveau, puisqu'il existe donc depuis juillet 2022. On va simplement évoquer aujourd'hui les évolutions qui concernent l'année 2024. La première évolution concerne la possibilité pour l'entreprise de verser 2 primes dans l'année. Ainsi, l'employeur pourra décider de verser une prime en début d'année, puis au vu des résultats de l'année, pourra verser une seconde prime en fin d'année. Alors, il faut savoir que puisqu'il y a 2 primes, il y aura forcément 2 accords à mettre en place. Une évolution aussi pour 2024, c'est le maintien pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 de l'exonération de la CSG, CRDS, forfait social, de l'exonération également de l'impôt sur le revenu, de cette prime, donc pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, petit bémol, c'est que cette exonération est possible à condition que la rémunération du salarié soit inférieure à 3 SMIC. Le salarié pourra aussi verser les sommes issues de la PPV, de cette prime partage de la valeur, sur un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite d'entreprise. Ces sommes seront alors exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites de 3 000 € ou 6 000 €. Toutefois, on est dans l'attente d'un décret pour préciser les modalités relatives à ce transfert. Alors, la loi du 29 novembre 2023 a également créé un nouveau dispositif d'épargne salariale qui est donc le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, la PPVE, qui sera sur la diapositive suivante. Voilà. Donc ce dispositif, il est facultatif pour l'entreprise, aucune obligation de le mettre en place. Par contre, toutes les entreprises qui rentrent dans le champ d'application de l'intéressement peuvent le créer. La durée donc de ce plan de partage de la valorisation de l'entreprise est fixée à 3 ans. Et donc ce nouveau dispositif va permettre de verser aux salariés une prime lorsque la valeur de l'entreprise a augmenté sur une période de 3 ans. Alors, il faudra rédiger un accord. Il faudra que cet accord soit déposé
auprès de la DRITS et sera sécurisé comme un accord d'épargne salariale classique, tel que par exemple l'intéressement ou la participation. Ce qui est intéressant de vous dire aujourd'hui, c'est que les primes qui seront versées au cours des exercices donc 2026 à 2028 bénéficieront d'une exonération de toutes les cotisations sociales et seront en revanche soumises à CSG-CRDS et au forfait social au taux de 20%. Voilà pour ce PPVE. Alors, toujours cette loi du 29 novembre 2023, donc dite partage de la valeur, elle a également prévu un rehaussement des plafonds d'attribution gratuite d'actions. On va retrouver ce rehaussement du plafond donc, qui est fixé à 15% aujourd'hui du capital social contre 10% auparavant pour les grandes entreprises. Un rehaussement du plafond donc fixé maintenant à 20% au lieu de 15% pour les petites et moyennes entreprises. Et enfin, un rehaussement du plafond global à 40% lorsque l'attribution d'actions est prévue à l'ensemble des salariés. Donc 40% au lieu de 30% auparavant. Il faut également savoir que les sociétés non cotées sur un marché réglementé sont désormais autorisées à attribuer des actions gratuites aux mandataires de leur filiale. Voilà pour les apports de la loi partage de la valeur. Je vais laisser maintenant la parole à Sarah. Très bien, donc les fameuses diapositives sur lesquelles j'ai quelques problèmes et qui sont un très bon exercice d'entraînement à l'élocution. Donc je vais essayer de ne pas bafouiller et je m'excuse par avance si c'est le cas. Donc prolongation des mesures d'exonération de cotisations sociales applicables dans les zones de dans les zones de revitalisation rurale, les ZRR jusqu'au 30 juin 2024 et également dans les bassins d'emploi à redynamiser, donc les BER jusqu'au 31 décembre 2026. Donc dans les ZRR, cette mesure est applicable aux embauches réalisées par les entreprises s'implantant ou étendant leur activité dans les zones concernées, donc jusqu'au 30 juin 2024. Donc pour rappel, vous retrouverez l'ensemble des conditions d'application dans le BOSS et dans la thématique exonération zonée. Donc remplacement des ZRR et BER par les zones FRR, donc France Ruralité Revitalisation à compter du 1er juillet 2024. Le dispositif d'exonération de cotisations sociales actuellement en vigueur dans les ZRR sera appliqué dans les ZFRR. Au 1er juillet 2024, changement de dispositif donc avec la fusion des ZRR et des BER et des ORCOMIR, remplacé donc par un dispositif unique dénommé ZFRR, Zone France Ruralité Revitalisation, avec un zonage unique. L'exonération destinée aux OIG, organismes d'intérêt général, sera elle également applicable aux contrats conclus avant le 1er novembre 2027 dans les ZFRR pour les OIG ayant leur siège dans ces mêmes zones. Un décret apparaît pour définir le classement des communes et les employeurs entrant dans ce nouveau zonage. Alors, pour rappel, les ORCOMIR, ce sont les zones de revitalisation des commerces en milieu rural. Donc, une commune pourra être à l'avenir classée en ZFRR suivant des critères liés à la faiblesse de densité de sa population ou de son revenu disponible. Le classement des communes concernées sera déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Marina, je te redonne la parole. Alors, merci. Quelques mots à présent donc, sur les déclarations sociales et les offres de services. Alors, il faut savoir qu'une des missions des URSSAF est d'assurer la vérification de la conformité et de la cohérence des informations déclarées donc, par les employeurs. Ainsi, lorsque vous faites vos déclarations donc, par DSN, déclaration sociale nominative, l'URSSAF met à votre disposition un compte-rendu métier. L'URSSAF peut alors vous signaler, via ce compte-rendu métier ou par courrier, des anomalies constatées. Elle va également vous informer de votre obligation à réaliser
les modifications liées à ces anomalies lors, par exemple, de l'échéance déclarative la plus proche. Vous pourrez aussi vous opposer de manière motivée à la correction proposée. Si vous ne faites pas les corrections et si vous ne vous opposez pas de manière motivée, l'URSSAF pourra elle-même corriger la déclaration, donc à votre place. Si par contre vous vous opposez, donc de manière motivée, à ces corrections, l'URSSAF va forcément vous répondre. Vous aurez une réponse qui vous sera adressée. Et si jamais elle maintient l'anomalie, l'URSSAF est en droit après de recouvrer les sommes dues. Donc toutes ces corrections qui seraient faites dans le cadre de fiabilisation ou des déclarations des échéances mensuelles ne préjugent pas de constatations qui pourraient être opérées par les agents de contrôle ultérieurement. Toujours pour les opérations de fiabilisation, cette fois-ci, si vous êtes travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, il existe une procédure spécifique de fiabilisation de vos revenus. Ainsi, à l'issue des vérifications faites par l'URSSAF, si une régularisation est envisagée, l'URSSAF va vous adresser un courrier. Ce courrier va vous ouvrir donc une période de 30 jours durant laquelle vous pourrez formuler vos observations. Et si jamais vous formulez justement des observations suite à ces vérifications, l'URSSAF devra aussi vous apporter une réponse en retour. Donc voilà pour les campagnes de fiabilisation et de vérification suite au DSN ou aux déclarations de revenus. Je vais laisser Sarah donc vous parler du montant net social. Alors, le montant net social, ce n'est pas donc réellement une nouveauté, puisque ce montant net social a été renseigné donc, sur le bulletin de paye des salariés à compter du 1er juillet 2023. Donc, le montant net social, pour rappel, il est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés. Donc, il s'agit des salaires, des primes, des rémunérations des heures supplémentaires, des avantages en nature, des indemnités de rupture et plein de choses autres encore. Donc ces montants sont diminués des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables. Il correspond aux revenus que les bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc RSA ou de la prime d'activité, doivent déclarer pour calculer leurs prestations. Alors par contre, ce qui est nouveau à compter du 1er janvier 2024, c'est que ce montant net social doit être déclaré en DSN, donc déclaration sociale nominative pour chaque salarié. Marina, je te laisse aborder maintenant le thème du contrôle et de la lutte contre le travail dissimulé. Alors effectivement, petite nouveauté donc, depuis le 1er janvier 2024, un nouveau délit donc, a été créé, c'est le délit de facilitation de la fraude sociale. Alors, en quoi consiste ce délit? C'est le fait de mettre à disposition donc, des moyens juridiques, comptables, financiers ou informatiques pour permettre à des tiers de se soustraire donc, frauduleusement à la déclaration et au paiement de cotisations sociales ou également d'obtenir une prestation d'un organisme de protection sociale. Donc, ce délit est puni donc, de 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende et peut également être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende si jamais il y a une utilisation d'un service de communication au public en ligne pour la réalisation de ce délit ou si ce délit est commis en bande organisée. Alors, la loi de financement de la sécurité sociale donc pour 2024 a également donc, redéfini le délit d'incitation, cette fois-ci, à la fraude sociale. Donc, ce délit se caractérise par le fait d'inciter autrui donc, à se soustraire à l'obligation de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, d'inciter autrui aussi à se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues, d'inciter quelqu'un à obtenir frauduleusement le versement de prestations donc servies par un organisme de protection sociale, ou d'inciter quelqu'un à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale.
Alors, ce délit, lui, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Alors, il faut savoir donc qu'avec ou sans constat de travail dissimulé, les inspecteurs et contrôleurs du recouvrement sont habilités à rechercher et à constater ces 2 délits. Voilà pour le focus donc, sur le contrôle et plus particulièrement sur les évolutions liées au travail dissimulé. Je vais laisser Sarah donc, continuer la présentation. Eh bien, du coup, comme Marina, tu as initié le domaine de la fraude, je vais continuer. Donc, cette fois-ci, concernant l'annulation de la participation de l'assurance maladie à la prise en charge des cotisations des PAMC en cas de fraude. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie peut procéder à l'annulation de tout ou partie de sa participation au financement des cotisations d'un professionnel de santé auteur d'actes frauduleux. Donc cette disposition concerne uniquement les cotisations prises en charge au titre des revenus obtenus frauduleusement, bien évidemment. Les faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé sont inclus parmi les informations sur les manquements déontologiques des professionnels de santé que l'assurance maladie doit communiquer aux ordres professionnels. Donc cette disposition vient en fait renforcer les sanctions applicables aux professionnels de santé responsables de ce type de pratique, qui sont donc la pénalité financière qui vient sanctionner une fraude établie dans certains cas définis, prononcée celle-ci par le directeur de l'organisme d'assurance maladie. Il existe également la sanction ordinale, prononcée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. Et enfin, il existe la condamnation pénale pour escroquerie, faux et usage de faux, fraude aux prestations ou fausse attestation lorsque ces fraudes portent sur un préjudice aux organismes de protection sociale. Donc la mesure proposée doit permettre de lutter contre la fraude sociale, d'autant que les professionnels de santé qui acquièrent frauduleusement des revenus supplémentaires bénéficient par la même occasion d'un surcroît de prise en charge de leurs cotisations par l'assurance maladie. Donc pour votre information, en 2022, ce sont 300 professionnels de santé qui ont fait l'objet de pénalités financières pour fraude ou de plaintes pénales. Nous en avons terminé avec notre présentation. J'espère que nous avons été assez clairs et synthétiques avec Marina. Il n'est pas évident donc, de résumer la loi de finances pour 2024 qui bien évidemment aborde plusieurs thématiques qui sont assez complexes. Et je comprends que suivant votre secteur d'activité ou vos fonctions, toutes les thématiques ne vous concernent pas directement, mais en tout cas, on a souhaité aborder tout ce qui a été initié par la loi de finances 2024 et nous allons prendre maintenant le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Merci Sarah, merci Marina. Alors oui, il y a quelques questions qui sont arrivées. Il y en a d'autres, on est en cours de réponse de chacune des questions. Donc la première, si les salariés supportent réellement des frais professionnels, la DFS peut être conservée au taux initial. C'est une question que je ne vais peut-être pas très bien poser, mais... Oui. Donc effectivement, pour l'instant, la pratique de la DFS peut être conservée au taux initial, bien que, bien évidemment, quand même, au niveau de la DFS, on est quand même dans une sortie progressive du dispositif et que cette DFS sera amenée à disparaître. Mais si effectivement il y a bien réalité de frais, ils peuvent conserver le taux qui était prévu initialement dans l'application de la DFS. Alors, on va rester sur la DFS. J'ai 2 autres questions. La première, donc là, c'est pour le taux des VRP. Est-ce que celui-ci va-t-il diminuer en 2024 ? Oui, tout à fait. Le taux d'application de la DFS donc, concernant les VRP était fixé à 30% et il va passer en 2024 à 28%, si je ne dis pas de bêtises. Et si mon salarié a donné son consentement en 2023, puis-je rétroactivement lui appliquer la DFS dès 2023 ? Alors, si c'est un consentement individuel, non. La DFS pourra être appliquée donc, à compter du 1er janvier 2024. Par contre, une fois que le salarié aura donné son consentement, donc on appliquera la DFS en 2024 et après, il n'aura pas besoin de réitérer ce consentement. L'employeur ne sera pas amené à le faire tous les ans. Mais pour un consentement individuel fait en 2023, l'application est au 1er janvier 2024.
Très bien. Une autre question. Un salarié recruté en 2023 et étant sapeur-pompier volontaire, existe-t-il des réductions? En 23. 2023, alors normalement, s'il est recruté au 1er janvier 2024 et qu'il est déjà sapeur-pompier volontaire, l'employeur pourra effectivement bénéficier de la réduction spécifique aux sapeurs-pompiers volontaires si la rémunération donc, du salarié est inférieure à 1,6 SMIC. D'accord. Et si c'est en 2023, c'est pas valable sur 2023? Non, sur On est bien 2023, non. Alors, autre question, sur la prime de transport carburant, est-ce qu'elle est obligatoire pour l'employeur, cette prime? Alors, la prime de transport n'est effectivement pas obligatoire, hein. C'est un dispositif qui est facultatif et que l'employeur peut décider de mettre en place. S'il souhaite mettre en place ce dispositif de prime transport, il doit conclure un accord ou une décision unilatérale et prévoir donc dans cet accord ou décision unilatérale les conditions d'application. Et donc après, l'exonération sera possible dans les limites qu'on a évoquées au cours du diaporama tout à l'heure. Ce diaporama qui sera mis à disposition d'ici une dizaine de jours avec le replay et la foire aux questions. Je le redis parce qu'on l'a eu quelques fois la question, donc je me permets d'en reparler. Là, j'ai une autre question. L'employeur peut-il verser sur une même année 2 primes de 3 000 €? Donc là, on est parti sur la prime de partage de la valeur. Voilà, prime partage de la valeur. Donc effectivement, je vous ai expliqué qu'une des nouveautés donc, pour 2024, c'était la possibilité de verser 2 primes au cours de l'année. Alors par contre, le montant maximum au cours de l'année doit être de 3 000 € ou 6 000 € si un accord d'intéressement a été mis en place. Si l'entreprise ne dispose pas d'un accord d'intéressement, le plafond maximum pour l'année sera de 3 000 €. Après, du coup, l'employeur pourra mettre en place une prime de 1 500 € en début d'année et 1 500 € en fin d'année. Là, on sera dans la limite des 3 000 €, il n'y aura pas de souci. Et dans ce cas, est-ce qu'il faut faire 2 DUE ou une seule suffit pour le versement de ces 2 primes? Alors, si on est vraiment sur 2 primes distinctes, il faut effectivement faire deux accords ou 2 décisions unilatérales. Si par contre, vous mettez en place une seule prime, mais avec un acompte, par exemple, en début d'année, à ce moment-là, un seul accord ou une seule décision unilatérale suffira. Il faudra simplement prévoir dans ce document la mise en place d'un acompte. Alors là, je fais le tour. A priori, on n'a pas d'autres questions qui reviennent, en tout cas, à vous poser. Une dernière petite chose, on va vous pousser un petit questionnaire dans le fil de conversation. N'hésitez pas à y répondre. Et je vous laisse conclure. Mais très bien, merci. Donc surtout, hein, n'hésitez pas à poser vos questions ultérieurement. Hein. Sachez que si vous êtes dans une situation qui vous pose question et pour laquelle vous ne trouvez pas forcément les réponses dans le BOSS ou les réponses sur notre support de présentation, vous le savez, hein, je pense que vous avez l'habitude, mais n'hésitez pas à passer par votre dossier cotisant en ligne afin de poser vos questions, alors en détaillant bien évidemment le plus possible la situation rencontrée, afin que nos experts juridiques puissent vous répondre dans les meilleurs délais. Donc Marina et moi vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Nous remercions également nos experts qui ont répondu donc soit en direct à vos questions ou qui nous ont fait remonter vos questions posées dans le chat. Pour rappel, hein, comme annoncé en début de présentation, un email vous sera envoyé prochainement avec le lien du replay, le support de présentation, la foire aux questions et une enquête de satisfaction que nous vous invitons vivement à compléter dans le but d'une amélioration toujours continue. En attendant, n'hésitez pas à nous donner dès à présent votre avis dans la zone de chat ou à poser vos dernières questions, puisqu'en effet, il vous reste encore quelques minutes pour poser vos questions dans le chat. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée et nous vous donnons rendez-vous bientôt. Merci à vous, bonne fin de journée.